Comment un écrivain a-t-il réussi à tromper toute la France littéraire ? Nous sommes en 1975. Un auteur totalement inconnu, du nom d'Émile Ajar, publie La vie devant soi. Immédiatement, le roman connaît un immense succès et reçoit même le prix Goncourt. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Tout le monde découvre alors un nouvel écrivain au talent exceptionnel qui avait publié son premier livre seulement un an auparavant. Sauf que voilà, le doute s'installe. Qui se cache derrière ce nom d'auteur ? Ajar, qui est Voilà, qui est Ajar. On ne sait pas qui est Ajar. C'est un auteur mystérieux, un romancier dont on nous dit qu'il habite l'Amérique du Sud. Pourquoi n'a-t-on pas vu de photographie d'Émile Ajar ? Mystère complet. On spécule, on rencontre un certain Paul Pavlovitch, mais quelques années plus tard, coup de théâtre. La bombe, Émile Ajar. Émile Ajar, l'auteur de La vie devant soi, n'était autre que Romain Gary, le célèbre écrivain à la trentaine d'ouvrages, 2 fois prix Goncourt. Émile Ajar n'a jamais existé. Derrière ce pseudonyme se cachait en réalité Romain Gary, déjà lauréat du prix Goncourt près de 20 ans plus tôt, et qui venait ainsi de réussir l'une des plus célèbres mystifications de l'histoire de la littérature. Le seul auteur à avoir emporté 2 fois ce prix prestigieux. Mais comment en est-on arrivé là ? Pourquoi cet auteur, déjà si connu de son vivant, a-t-il publié sous pseudonyme ce livre qui est devenu son chef-d'œuvre, selon certains ? Alors, qu'on soit clair, le succès de La vie devant soi n'est pas dû à cette énigme. Il a remporté son prix en cachant son identité. Donc il se cache autre chose dans ce roman. L'auteur français Romain Gary, né en actuelle Lituanie sous le nom de Roman Katsev, y raconte une histoire d'une humanité bouleversante. On rencontre Momo, un jeune garçon d'origine arabe élevé dans le Belleville populaire des années 1970 par Madame Rosa, une ancienne prostituée juive ayant survécu à Auschwitz. Ils vivent ensemble dans un clandé, le nom qu'on donnait à cette époque à un orphelinat clandestin. Et dans ce livre, on suit le quotidien de ces 2 êtres que tout oppose et que la vie a pourtant réunis. Elle s'approche de la fin de sa vie bien remplie, tandis que lui a encore toute la vie devant lui. Mais très rapidement, au bout de tout juste quelques pages, cette histoire gagne en profondeur. Les thématiques se complexifient rapidement, on parle de la vieillesse, de la mémoire, de la dignité, de la famille qu'on choisit, de la fin de vie et du droit à mourir aussi. Et en parallèle de tout cela, une question traverse le texte. À quel moment cesse-t-on d'être un enfant ? Alors avant de plonger dans ce texte, que je vous le raconte comme je l'ai lu, j'aimerais commencer en vous lisant les toutes premières lignes du roman. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied. Et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement 2 jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus. Et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Donc, déjà beaucoup d'informations au début de ce texte, mais nécessaires pour sa compréhension. C'est donc Momo qui s'adresse à nous, lecteurs et lectrices. Il nous parle, en rétrospective, de sa vie avec Madame Rosa. Ce qui frappe immédiatement, c'est cette langue si particulière, qui est traversée par des expressions maladroites, des raisonnements inattendus et d'une logique qui est propre aux enfants et que l'auteur retranscrit à merveille. La langue est drôle, est tellement attendrissante, je serais parfois dans l'obligation de vous citer le texte pour réellement transmettre ce qu'un simple résumé ne peut retranscrire. La naïveté, mais aussi la lucidité de ce jeune personnage nous révèle des vérités que les adultes ne voient plus. Cette violence racontée tendrement et qui nous donne de l'espoir tout en nous attristant. C'est cette voix qui va nous accompagner tout au long du roman. Alors n'attendons plus, entrons maintenant dans Belleville et faisons la connaissance de Momo et de Madame Rosa. On découvre tout un univers dans cette histoire. Belleville, un quartier populaire du Paris des années 1970 où se croisent des immigrés venus des 4 coins du monde. On y voit aussi des commerçants, des anciens combattants, bien évidemment des prostituées qui seront centrales dans ce récit.
En fait, il y a toute une galerie de personnages qui vivent un peu en marge de la société. Et la voix de Momo, elle, nous permet justement d'éviter qu'on ne voit ce décor comme étant misérable et déprimant. C'est au contraire plein de vie, et ça définit tout le monde que connaît Momo, avec ses beautés et ses laideurs. Belleville est remplie d'humanité. Au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur vit Madame Rosa. Ancienne prostituée, juive, survivante d'Auschwitz, elle gagne désormais sa vie en gardant les enfants des prostituées qui ne peuvent pas les élever elles-mêmes. C'est une pension clandestine, tolérée parce que tout le monde sait qu'elle rend un service indispensable à la société. On est quand même toujours sur le qui-vive parce qu'une dénonciation pourrait tout ruiner. L'épée de Damoclès est omniprésente. Les mères déposent leurs enfants pendant des semaines, des mois, parfois des années, avant de revenir les chercher lorsqu'elles estiment pouvoir s'en occuper à nouveau. Mais parfois, elles ne reviennent jamais. Et parmi tous ces enfants, il y a Momo, qui connaît pas vraiment son âge. Il pense avoir à peu près 10 ans. Il sait absolument rien de ses parents, alors assez naturellement, sa seule famille, c'est Madame Rosa. Leur relation est d'ailleurs l'une des plus belles réussites du roman, parce qu'elle est absolument incohérente. Ils n'arrêtent pas de se disputer, de se mentir, et parfois de s'insulter. Mais un lien profond les unit, sans qu'il soit vraiment nommé ou décrit. On le sait, tout simplement. Autour d'eux et de leur relation gravite toute une petite communauté qui donne au roman sa chaleur si particulière. Il y a notamment Madame Lola, ancienne championne de boxe devenue prostituée, qui impressionne autant par sa carrure que par sa générosité. Il y a aussi Monsieur Hamil, un vieux marchand de tapis d'origine algérienne qui cite Victor Hugo aussi naturellement que le Coran et devient peu à peu une sorte de guide pour Momo. Et puis, il y a aussi le Dr Katz qui veille discrètement sur Madame Rosa lorsque sa santé commence à vaciller. Ils sont tous un peu des membres de la famille, une famille qui se choisit, qui se soutient dans un monde où chacun prend soin les uns des autres, un peu à sa manière. Et ça nous ramène à la voix de Momo. C'est elle qui nous fait comprendre toutes ces relations sans jamais les décrire ou les expliquer. C'est par les gestes et les observations décrites par le regard naïf et lucide de l'enfant qu'on comprend entre les lignes ce qu'ils ressentent les uns pour les autres. Le lecteur, en plus d'être adressé directement par Momo, prend donc aussi place dans le récit en appliquant son regard et son interprétation sur tout ce qui lui est raconté. Momo se trompe souvent sur les mots, mélange les expressions, tire parfois des conclusions absurdes avec un sérieux désarmant. Lorsqu'il dit par exemple « Croyez-en ma vieille expérience », on sourit immédiatement, parce qu'il n'est encore qu'un enfant, qui imite le monde qu'il observe. On est alors attendri, sauf que notre sourire comprend aussi que derrière toutes ces maladresses, Momo connaît la vie bien mieux que d'autres enfants de son âge. Il a vu beaucoup plus de choses qu'il n'aurait dû. La solitude, la violence, les meurtres, la haine. Momo connaît déjà tout cela, à 10 ans. Pour l'instant, pourtant, quand on a lu les premières pages du livre, le quotidien semble presque paisible. Momo retrouve Monsieur Hamil, observe les adultes autour de lui en nous donnant son explication du monde comme il le vit. Sauf que ce récit commence aussi avec une certaine réalité. Madame Rosa vieillit. Monter les 6 étages devient chaque jour un peu plus difficile, tandis que son corps s'alourdit et que son souffle se fait plus court. De plus en plus fréquemment, certaines angoisses remontent à la surface, sans que Momo n'en saisisse encore toute la portée. Quand on toque à la porte, elle pense que c'est la police qui va l'emmener. Quand elle fait une crise de panique, elle sort de sous son lit un portrait du Führer, comme un talisman qui lui rappelle une époque passée qui la hante pourtant toujours. Elle descend parfois dans la cave, dans son trou juif, comme elle l'appelle, où elle se sent en sécurité, comme un endroit où personne ne pourrait venir la chercher. C'est bien sûr jamais directement dit par Momo, mais en tant que lecteur, on comprend très vite que cette cave est liée à son expérience des camps. Mais c'est là que se trouve le génie du roman. On peut le lire jeune, sans connaître tout le contexte historique du livre, parce qu'on s'identifie un peu à Momo. Et en étant un petit peu plus âgé, on comprend ce que les signes veulent dire, et ce que certains personnages vivent et expriment, sans pour autant mettre des mots précis dessus. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que la faiblesse grandissante de Madame Rosa va aussi impliquer un changement de rôle. Et nous y voilà.
La vieillesse de Madame Rosa nous paraissait initialement être une difficulté parmi d'autres, un élément presque un peu comique que Momo décrit avec son regard si innocent. On parle de son poids dans les escaliers, avec son souffle qui manque, et les crises qui peuvent nous faire rire quand on ne comprend pas le sérieux de la situation. Mais en réalité, on se rend compte que lentement, le roman change de gravité. Madame Rosa fatigue de plus en plus. Son corps ne suit plus et les 6 étages deviennent une épreuve de plus en plus insurmontable. En parallèle, sa mémoire se trouble et des souvenirs d'un passé lointain commencent à s'imposer avec une violence que Momo ne parvient pas à interpréter. Il sait qu'elle a très peur des hôpitaux et qu'elle ne veut surtout pas être emmenée, quoi qu'il arrive. C'est un endroit où l'on empêche les gens de mourir, dit-elle. Alors, Momo prend sa parole pour sacrer et fera tout de son côté pour que cela n'arrive jamais. Mais on y reviendra. Momo ne comprend pas tout, mais il voit tout. Elle interprète à sa manière, toujours en essayant d'être le plus bienveillant possible. Et alors que le récit avance, lui continue d'observer et nous fait part de ses interprétations et de sa compréhension du monde. Quand Madame Rosa descend dans son refuge, qu'elle appelle son trou juif, Momo n'y voit rien d'autre qu'une étrangeté de plus, dans un monde qui en compte beaucoup. Les inégalités sont si nombreuses et omniprésentes qu'il ne les voit jamais comme telles. Pour nous lecteurs, c'est évident que ce refuge prend une autre dimension en racontant la mémoire des rafles, la terreur de l'arrestation, sans pour autant qu'Ajar ne transforme Auschwitz en grand discours historique. Ce sont les fragments, vus par un enfant, qui nous permettent de reconstituer cette image en pointillé. Et on le sent au fil du récit. Plus on avance, plus Madame Rosa sombre dans ses peurs et perd son autonomie. En parallèle, Momo commence presque, malgré lui, à monter en responsabilité. Il l'aide de plus en plus, la surveille, appelle le docteur Katz quand c'est nécessaire. Il comprend aussi quand il doit mentir pour éviter d'infliger des peines inutiles à celle qu'il aime. Et on sent toute la force du roman dans ces passages, parce que cette inversion des rôles survient lentement, sans que l'on puisse précisément définir à quel moment s'opère la bascule. Momo est reconnaissant d'avoir eu cette dame comme mère de substitution, et maintenant, c'est à lui de commencer à veiller sur elle. Mais rappelons qu'à ce moment de l'histoire, il croit avoir 10 ans. Donc les incohérences sont là, les erreurs d'enfant aussi, mais on sent qu'il adopte maintenant un rôle qui ne devrait pas être le sien. Et c'est dans cette partie du roman que surgit l'un des moments les plus marquants et les plus déterminants. L'arrivée d'un homme, Youssef Kadir, qui s'annonce chez Madame Rosa pour venir retrouver son fils, Mohamed. Jusque-là, notre protagoniste ne savait que très peu de choses sur ses origines. Il sait qu'il est arabe, qu'il a été confié à Madame Rosa et que sa mère était une prostituée. Et quand cet homme, totalement inconnu, vient frapper à la porte, on sent que le temps ralentit. C'est d'ailleurs la scène la plus longue du texte, qui nous est racontée in extenso. Avant ça, on avait souvent des bribes de récits, des sauts dans la temporalité, mais là, tout nous est raconté, dans les moindres détails, dans un rythme lent, qui contraste avec tout ce qu'on a pu lire auparavant. Cet homme, Youssef Kadir, il sort d'un hôpital psychiatrique. Momo va lui ouvrir la porte, va chercher Madame Rosa, et la réaction de tous les personnages détonne. On pourrait s'attendre à une scène de retrouvailles magnifique qui arrangerait les problèmes de tous les personnages, sauf que la scène devient étrange. Youssef dit venir voir son fils qu'il avait déposé 14 ans auparavant dans la pension. Il a un ticket pour le prouver, mais Momo se dit que ce n'est pas possible, car lui n'est âgé que de 10 ans. On entend la discussion, presque la dispute entre cet homme et Madame Rosa qui nie en bloc. Elle ne voit pas de quoi il parle. L'homme commence à transpirer à grosses gouttes, les 6 étages n'aidant pas. Il s'énerve, comprend un peu pourquoi elle ne veut pas lui présenter son fils. C'est lui qui avait tué sa femme il y a des années. « Mais ce n'est pas ma faute », explique-t-il. « Je suis malade, on ne peut pas me juger pour cela. » Madame Rosa a alors une idée. Elle va appeler Moïse, un autre enfant de la pension, qu'elle va présenter à Youssef. Mais Moïse est trop jeune et surtout, elle annonce qu'elle l'a élevé, selon ses mots, comme un juif et non comme un arabe. Youssef se fâche, désespère. « Je vous ai donné un enfant arabe, madame,
alors je veux que vous me rendiez mon enfant arabe. » Elle lui répond que ça a dû être une erreur et qu'elle a inversé 2 enfants. La dispute dure plusieurs pages. Quand tout à coup, Youssef, ne supportant plus toute cette émotion, fait une crise cardiaque. Il meurt sur le pas de la porte. Quelle scène étrange. Elle est d'autant plus pour Momo, qui, sans jamais affirmer qu'il s'agit réellement de son père, réalise que sa famille biologique n'est pas ce qu'il attendait. Il a toujours vécu sans père, sans mère, et cet homme qui apparaît soudainement devant chez lui n'est qu'un inconnu. Il comprend aussi qu'au vu du métier de sa mère, rien ne garantissait sa paternité. Momo est destiné à vivre sans connaître son origine et sans jamais retrouver réellement sa famille. Non, la seule famille qu'il a, c'est Madame Rosa. Il sait maintenant que sa mère biologique est morte, tué par cet homme qui gît devant lui et lui arrache quelques larmes. Ces derniers instants, avec celui qui aurait pu être son père, se déroulent ainsi. Je suis quand même redescendu. Je me suis assis à côté de monsieur Youssef Kadir, mort, et je suis resté là un moment, même si on ne pouvait plus rien l'un pour l'autre. Il avait un nez beaucoup plus long que le mien, mais les nez s'allongent toujours en vivant. J'ai cherché dans ses poches pour voir s'il n'y avait pas un souvenir, mais il y avait seulement un paquet de cigarettes, des Gauloises bleues. Il y en avait encore une à l'intérieur et je l'ai fumée, assis à côté de lui, parce qu'il avait fumé toutes les autres. Et ça me faisait quelque chose de fumer celle qui restait. Mais parmi toutes ces émotions étouffées, il y a une réalité qui accompagne et marque Momo. Il vient de vieillir de 4 ans, en quelques minutes. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dès le début du chapitre suivant. J'étais encore complètement renversé à l'idée que je venais d'avoir d'un seul coup 4 ans de plus et je ne savais pas quelle tête faire. Je me suis même regardé dans la glace. C'était l'événement le plus important de ma vie qu'on appelle une révolution. Je ne savais plus où j'en étais, comme toujours lorsqu'on n'est plus le même. Je savais que je ne pouvais plus penser comme avant, mais pour le moment, je préférais ne pas penser du tout. Ce court paragraphe résume et explique une grande partie de la suite du roman, ou peut-être même du texte dans son intégralité. On ne grandit pas seulement parce que le temps passe, on grandit parce que certains événements vous arrachent à l'enfance. Ces 4 ans qui vieillissent Momo d'un seul coup ne sont que le reflet de cette maturité forcée qu'il acquiert en comprenant d'un coup que les liens du sang ne suffisent pas, que l'identité ne répare pas tout. Madame Rosa, c'est celle qu'il ne peut pas quitter tant qu'il lui reste un souffle de vie. Et cette idée est d'ailleurs confirmée par plusieurs autres personnages qui voudraient aider Momo. On pourrait penser à Madame Lola qui pourrait l'accueillir, le docteur Katz qui veut le protéger, Monsieur Hamil aussi, les services sociaux qui représentent une solution plus officielle mais toujours indésirable pour lui. Il va aussi rencontrer des prostituées qui vont proposer de l'accueillir, une femme dans un studio de doublage qui lui annonce qu'il est le bienvenu s'il le désire. Et cela est d'autant plus important que Madame Rosa ne peut plus s'occuper de lui. Elle n'arrive maintenant plus à sortir de l'appartement, à se laver, à s'occuper d'elle-même. C'est à Momo de faire tout ça, une tâche impossible, même quand on vieillit de 4 ans d'un coup. Il considère quand même les options, c'est qu'il a des plans pour la suite, mais pas tant que Madame Rosa vivra. Elle sera son fardeau jusqu'à ce qu'il puisse la laisser mourir en paix avant de passer à autre chose. Le texte prend alors une vraie tournure engagée, notamment sur la question de la fin de vie. Madame Rosa ne veut surtout pas partir à l'hôpital. On la soignerait contre son gré, on la forcerait à continuer à vivre. Aux États-Unis, on a fait tenir un homme pendant 17 ans dans un état végétatif. Elle ne veut pas finir championne du monde. Même quand le Dr Katz insiste, Momo va inventer des stratagèmes, dire qu'elle va mieux, faire croire que sa famille viendra l'aider après des années sans avoir donné de nouvelles. Le contraste du roman est là. Momo vient de vieillir de 4 ans et jouit d'une maturité précoce inouïe, tandis que sa protégée sombre dans la vieillesse qui l'immobilise tout en la plongeant
dans la mémoire traumatique. Elle perd peu à peu la maîtrise de son corps et de sa vie, tandis que lui gagne, malgré lui, une lucidité nouvelle. C'est le présent et l'avenir qui s'ouvrent devant lui. Elle descend vers son refuge, vers son passé. On sait pertinemment comment ça va finir. Mais jusqu'où Momo pourra-t-il l'accompagner ? Belleville, qu'on savait si vivant au début du roman, se réduit peu à peu au simple appartement dans lequel Madame Rosa s'immobilise. Les personnages secondaires s'effacent progressivement et la seule relation qui compte encore, c'est celle entre cet enfant et cette vieille dame. Son passé continue d'habiter le présent et jamais elle n'ira à l'hôpital, où on la forcera à continuer à vivre. Momo s'en fait la promesse. Il la soutient en montant partout où il peut. Elle sera sauvée. Ce n'est qu'en accompagnant cette femme jusqu'au bout qu'il s'offrira la liberté. Pour avancer, il lui faut être là pour quelqu'un jusqu'au bout de son propre chemin. Et alors qu'on arrive aux dernières pages du récit, on sent une grande retenue s'installer. Émile Ajar refuse tout effet spectaculaire. Il présente la mort comme elle est, la tristesse comme on la vit, et Madame Rosa finit ses jours dans son trou juif, là où Momo avait encore réussi à l'installer pour la protéger une ultime fois. Même après son décès, il demeure auprès d'elle en ayant réalisé son plus grand souhait. Parfois, aimer quelqu'un consiste simplement à respecter ce qu'elle demande, même lorsque cela paraît incompréhensible pour les autres. L'histoire d'amour entre cet enfant et cette vieille dame se termine ainsi, avec un Momo seul et un cadavre. Mais il aura bien changé en ces quelques 300 pages. Il nous aura raconté son histoire avec son humour, ses maladresses et ses raisonnements si singuliers. Il aura toujours été lui-même dans ce monde brutal d'adultes et il a maintenant la vie devant lui. Alors même qu'on vient de refermer La vie devant soi d'Émile Ajar, prenons quelques minutes pour réfléchir à ce dont parle vraiment ce texte. Bien évidemment, il y a Belleville et tout ce qui tourne autour en toile de fond. La pauvreté, la vieillesse, la solitude, l'immigration. Tous ces thèmes complexes, décrits d'un naturel désarmant par notre jeune narrateur, traversent le livre et accompagnent une question beaucoup plus simple. En apparence, à quel moment cesse-t-on d'être un enfant ? Momo est parfait pour cela. Il endosse les rôles qui dépassent largement ce que l'on attendrait pour son âge. Mais il reste un enfant, tant dans sa manière de voir le monde que de l'expliquer à nous, adultes qui semblons n'en avoir rien compris. L'enfance, plutôt que de disparaître à travers les années, s'efface lorsque la vie nous oblige à devenir responsables. Momo devient l'un de ses héros du quotidien, une figure qui dépasse sa condition et qui, à travers ses mots, met en valeur tous les marginalisés de la société. À travers sa simplicité, le roman se retrouve d'autant plus enrichi qu'il est compréhensible par toutes et tous, à tous les âges, avec une lecture différente, à chaque fois. Lorsque Momo vieillit de 4 ans d'un coup, après la révélation de celui qui pourrait être son père, c'est toute une illusion qui s'effondre. Madame Rosa le lui avait caché, et lui doit apprendre à vivre avec cette information qui a l'effet d'une bombe. On a parfois tendance à l'oublier une fois qu'on est adulte, mais ces questions d'âge sont constantes chez les enfants et revêtent d'une importance qu'on minimise avec le temps. Notre protagoniste insiste beaucoup sur ces 4 ans de différence, l'utilise comme excuse pour justifier certaines maladresses et un certain changement dans sa posture de narrateur. En plus de devoir grandir en ignorant son origine, il faut commencer à vivre avec cette nouvelle désillusion. La même chose à la fin du livre. Personne n'oblige Momo à rester auprès de Madame Rosa. Plusieurs adultes sont au contraire prêts à le recueillir et à lui offrir une autre vie. Pourtant, il reste. Par amour peut-être, par fidélité, ou comme une sorte de rite de transition. Il faut qu'il l'accompagne jusqu'à son dernier souffle pour enfin pouvoir prendre son envol. C'est la vie qui fait grandir Momo, malgré lui. Une autre chose que l'on ne peut pas ignorer quand on parle de La vie devant soi, c'est l'immense leçon d'humanité, ce souffle si rafraîchissant qui traverse chacune de ces pages.
On a deux choses, les personnages et la langue. Quand on résume ou qu'on parle de ce roman, on utilise souvent des catégories. Madame Rosa est une ancienne prostituée et survivante d'Auschwitz. Momo est un enfant abandonné d'origine arabe. Madame Lola est une femme transgenre et ancienne boxeuse. Monsieur Hamil, un vieux marchand algérien. Et il y a aussi ses enfants que leur mère prostituée viennent récupérer de temps à autre. Sur le papier, chacun semble d'abord défini par ce qui le place en marge de la société. Mais vous le verrez en lisant le livre. Dès la première page, ces étiquettes s'effacent. Les personnages sont uniques, au sein même de leur catégorie. Il s'agit d'un tableau que chacun vient enrichir de sa couleur et de son pinceau. Monsieur Hamil devient celui qui transmet des histoires, de la poésie et une certaine sagesse. Madame Lola est l'un des personnages les plus généreux du livre. Et Momo lui-même ne demande jamais qu'on le regarde comme un enfant abandonné. C'est Mohamed qui préfère qu'on l'appelle Momo, parce que c'est plus court. Les personnages sont décrits de manière parfois un peu crue, avec des mots que l'enfant entend dans la rue et qu'il utilise parfois de manière inappropriée. Mais au final, que ce soit les religions, les origines, les langues, les blessures, tout cela ne constitue jamais l'identité des personnages. Ils ont tous une profondeur qui dépasse largement tous ces raccourcis. Et c'est Momo qui est le point central de tous ces liens, qui humanisent les personnages bien souvent oubliés de la littérature et qui finissent par former ici une famille. Elle se construit peu à peu à travers les années passées ensemble. Les habitudes, les disputes, les services rendus, les moments difficiles. Elle rappelle que l'on peut parfois choisir ses proches ou être choisi par eux sans qu'aucun lien biologique ne soit nécessaire. On continue à prendre soin les uns des autres, même lorsque tout semble déjà nous condamner à la solitude. Maintenant qu'on a parlé des personnages, concentrons-nous sur la langue du texte. Probablement ce qui nous marque le plus à la lecture et qui nous touche en plein cœur. Car La vie devant soi ne serait probablement pas le même livre s'il était raconté par un narrateur adulte. C'est pas un choix anodin de confier tout le récit à Momo. Entre la langue maladroite, les expressions approximatives et ces raisonnements qui suivent une logique purement enfantine, on comprend aussi la véritable prouesse d'écriture d'Ajar. On expérimente toutes et tous le monde qui nous entoure et on l'interprète avec les outils qu'on a à notre disposition. Et même un monde violent et injuste doit être décrit, et parfois avec ces mots un petit peu plus doux. Petit florilège de mes expressions favorites de Momo. Les femmes se défendent. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche parce que c'est une belle expression. Moi, ce qui m'a toujours paru bizarre, c'est que les larmes ont été prévues au programme. Les gens tiennent à la vie plus qu'à n'importe quoi. C'est quand même marrant quand on pense à toutes les belles choses qu'il y a dans le monde. Et bien évidemment, ce que j'adore, c'est quand il répète en imitant son ami « Croyez-en, ma vieille expérience ». Bref, le monde nous est décrit dans toute sa gravité sans jamais tomber dans le pathos, c'est-à-dire sans essayer de nous soutirer des émotions faciles. L'humour que crée ce décalage devient une manière de résister à la souffrance, de la rendre supportable sans jamais la nier. Et pour finir, quand on parle de ce livre, on ne peut pas passer à côté de cette histoire absolument folle. Lorsque le roman paraît en 1975, il est signé par un auteur qui avait publié son premier roman l'année précédente, totalement inconnu du grand public, Émile Ajar. Et quelques mois plus tard, ce même auteur reçoit le prix Goncourt. D'abord, l'auteur refuse le prix, ce qui crée tout un mystère. Les critiques saluent l'arrivée d'une nouvelle voix, d'un écrivain capable de renouveler profondément le roman français, sauf que les rumeurs commencent à fuser. Qui est cet auteur mystérieux, qui refuse de faire des interviews et qui vivrait en Amérique latine ? Après l'obtention du Goncourt, c'est un certain Paul Pavlovitch qui se présente devant les médias. C'est le cousin de Romain Gary. Les interactions avec lui sont rares et 2 livres supplémentaires sont publiés sous ce nom d'auteur. C'est seulement en 1980, peu après la mort de Romain Gary, qu'on apprend toute la vérité. Émile Ajar n'a jamais existé.
Paul Pavlovitch l'annonce publiquement et en 1981 paraît un essai écrit par Gary qui s'intitule « Vie et mort d'Émile Ajar ». Oui, il avoue tout. Derrière ce nom d'auteur se cachait donc notre cher Romain Gary qui avait déjà obtenu le prix Goncourt près de 20 ans auparavant pour Les Racines du ciel. On a donc face à nous le seul écrivain à avoir obtenu 2 fois ce prestigieux prix, précédant une mystification devenue l'une des plus célèbres de l'histoire de la littérature française. Et quand on y pense, il y avait quelques petits indices. Le vrai nom de Romain Gary, c'est Roman Katsev. Il change son prénom pour qu'il sonne plus français et choisit Gary comme nom de famille lors de son incorporation militaire. Alors qu'il se battait pour la France libre, il était affecté à la destruction des bases de lancement de missiles ennemis, et Gary signifie en russe « brûle », à l'impératif. Ajar, qui est son pseudonyme le plus connu, signifie en russe « braise ». On peut donc faire pas mal d'analyses sur l'évolution de son style, sur la signification de son changement de nom et de ce que cela signifie 6 ans avant son suicide de procéder à ce changement de brûle à braise. Mais aujourd'hui, n'allons pas trop loin. Émile Ajar incarnait pour lui cette possibilité de recommencer, de devenir quelqu'un d'autre sans devoir renier ce que l'on a été. Et La vie devant soi est l'œuvre qui traduit le mieux cette volonté. Entre l'affaire Émile Ajar, la vie incroyable de Romain Gary et ce magnifique texte qu'est La vie devant soi, on n'a qu'une envie, en découvrir encore plus de cet auteur. Alors si vous voulez prolonger le plaisir et découvrir d'autres textes magnifiques, je vous conseillerais bien évidemment La promesse de l'aube, probablement son œuvre la plus connue. Il y a aussi Les cerfs-volants, son tout dernier texte publié de son vivant, ou encore Clair de femme, qui est moins connu, mais tout aussi magnifique. Nous avons aujourd'hui fait un petit bout de chemin auprès de Momo, ce petit garçon qui cherche et se crée sa place dans le monde. Cette histoire d'amour entre lui et cette vieille dame qui aura toujours été là pour lui et dont le décès lui ouvre désormais les portes pour partir à la conquête de la vie différemment, avec d'autres questions. Momo grandit à travers les circonstances de la vie et son texte qu'il nous adresse est rempli de douceur et de douleur qu'on emporte avec soi bien après qu'on en ait terminé la lecture. Merci d'avoir écouté cet épisode de Brume littéraire. Si ce voyage vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast très simplement en vous abonnant et en laissant une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est un petit geste qui permet à l'émission d'être découverte par de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode autour de vous, à l'envoyer à quelqu'un qui aimerait découvrir ce roman. Et si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je partage régulièrement des recommandations de lecture, des analyses et d'autres contenus autour des grands textes. Le nom, c'est Luc Vinch, mais vous trouverez toutes les informations en description. Je vous remercie de votre écoute et je vous retrouve bientôt pour un nouveau voyage dans une grande œuvre de la littérature.